Bon bah maintenant que j'ai réglé la caméra, etc., je vais grailler un bout. À ce qui paraît, c'est hyper bien pour la voix de manger un truc avant. Calmez-vous, hein, c'est pas du pastis. C'est du sirop d'orgeat. Qui aime le sirop d'orgeat? À part les personnes âgées. J'aime les sirops d'orgeat. J'allais dire j'aime les personnes âgées. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format enquête où aujourd'hui on va parler des pubs qui ont marqué notre enfance, mais les pubs de voitures. D'ailleurs c'est vrai que c'est étonnant, on voit jamais vraiment de pubs de moto. Faudrait que je creuse le sujet. Mais nous en tout cas les marques se sont décarcassées comme d'habitude pour nous impressionner, pour nous marquer, pour qu'on se rappelle d'eux. Et il y en a pas mal qui ont réussi. Alors en bien, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on va voir aussi les échecs. Eh oui, parce que il y a eu des ratés forcément, hein. Toutes les pubs n'ont pas marché, on se rappelle pas de toutes les pubs de bagnole. Surtout que d'ailleurs, entre nous vraiment, mon avis sur les pubs de bagnole actuelles, bon globalement, on filme la bagnole dans la ville, on a l'impression avec des musiques folles qu'on vole dans tous les sens. On n'apprend rien sur la bagnole, quoi. Il y a rien de marquant. C'est vraiment un gros tas de merde. Allez, on se dit qu'on trouve des super idées et qu'on essaie de faire des trucs un peu novateurs maintenant, parce qu'à l'époque, on savait le faire. Et je vais commencer direct dans le vif, hein, comme ça, bam. Et là, ça y est, je ressens déjà la mauvaise idée d'avoir bouffé un cookie juste avant. J'ai la pâteuse, je galère à parler, j'ai envie de rôter, enfin tu vois. On va donc commencer par parler des bangers. Des bangers. Des trucs qui nous ont marqués de ouf, quoi, voilà. Mais si, je suis sûr que ça vous dit un truc. Visa GTI, la GTI sauvage. Ou même ça. Bon, on va en parler aujourd'hui. Et il y a tellement de pubs, en fait, qui ont été marquantes dans l'histoire de l'automobile et de la télévision, finalement, et même de l'internet moderne, que il y aura peut-être d'autres épisodes, si cet épisode vous plaît. Donc mettez un petit like, abonnez-vous, tout ça, si vous voulez suivre un petit peu la suite des aventures, et peut-être avoir l'épisode 2, si vous en avez envie. L'euro dont je parlais. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? On va rentrer dans le vif du sujet directement, la Visa GTI. Et oui, Citroën, à l'époque, avait visiblement de bons marketeurs, de bonnes équipes à la pub, qui ont pondu cette pub. Alors oui, je vais la regarder en même temps avec vous, parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Hop là, petite pause dans le montage, juste pour vous dire que, pour des raisons évidentes de droits d'auteur et de YouTube, licence, tout ça, eh bien les pubs vont être redoublées. Alors parfois en voix, parfois la musique va être remplacée, mais ça n'enlève en rien le fait que ces pubs, les images sont véridiques, quoi. Et puis les paroles sont répétées à l'identique. Alors là, chapeau. Tu montrais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI, il est complètement à la masse. Ouais, bon, les punchlines, elles résonnent moins bien quand même, hein. Visa GTI, la GTI sauvage. Ils ont pété un boulot. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les vidéos qu'on a vues là de façon contemporaine récemment, quoi, avec des courses de bagnoles folles à côté des avions de chasse et tout. Bah Citroën l'avait fait. En 1988, il y a 37 ans. 37 ans, d'accord? Bon, et puis comme toutes les marques, ils avaient envie de mettre en avant certains modèles, parfois plus que d'autres. Là, ils avaient envie de mettre en avant cette Visa GTI pour mettre en avant un petit peu leur savoir-faire sportif. Et puis, tout simplement parce qu'il y avait de la concurrence en face, donc il fallait se démarquer. Bon, là c'est réussi, quoi. C'est-à-dire que là, j'étais pas né. Et pourtant, je me rappelle de la pub. C'est-à-dire que quand tu connais un petit peu la voiture, tu l'as vu cette pub? Même 37 ans après, on se pose encore beaucoup de questions sur cette pub. Ne vous inquiétez pas, j'ai les réponses, quoi, parce que j'ai un script et donc... On peut se demander, en effet, est-ce que c'était des images de synthèse déjà à l'époque? Est-ce que c'était de la 3D, de la CGI? Est-ce qu'ils ont faké le porte-avions? Est-ce qu'ils nous mentent? Est-ce que... non, mais par contre pour ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Pierre Castor. Hop là, jingle Pierre Castor. Donc pour avoir toutes les réponses à ces questions, il faut d'abord que je vous parle d'un homme qui, avant d'animer des émissions sur CNews, a fait des grands trucs, et notamment était un publicitaire de génie, Jacques Ségala. Personne n'égala Jacques Ségala, car il n'y a que Jacques qui s'égala. Ta gueule. Bon, ce monsieur, il sort pas de nulle part, hein, globalement, il est dans une famille avec une renommée dans la médecine, il doit faire un doctorat en pharmacie. Je vous parle de ça parce qu'il y a quand même une raison, hein, c'est qu'à un moment, en fait, dans ses études, il doit faire une thèse sur les plantes médicinales rares, etc. Bref, un truc chiant. Et globalement, il s'emmerde, donc il décide d'aller faire un tour du monde avec la 2 chevaux. Bon, à la base, ça devait juste être pour lui, hein, et son petit kiff personnel. Et en fait, très rapidement, Citroën décide de le sponsoriser. Bon, en même temps, tout le monde faisait pas un tour du monde en 2 chevaux, quoi. Donc, je comprends l'idée. Et puis, du coup, le voyage, en fait, il devient vachement plus commercial que médical, hein, parce que oui, le tour du monde, à la base, c'était aussi pour aller voir des plantes rares, etc., se documenter, etc.
Bon bah du coup, après toute cette aventure qu'il a quand même beaucoup mis en lumière, qu'il a beaucoup médiatisé, bon bah il décide de devenir journaliste, parce qu'il a, au gré des rencontres, hein, finalement, ça lui a ouvert d'autres portes et il décide d'être journaliste. Et il travaille notamment pour Paris Match, France Soir, avant finalement de se lancer dans la publicité, poussé par Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, grand journaliste et producteur à l'époque. Bon, ils fondent une grosse agence, RCCG, enfin on s'en bat les reins, mais tout ça pour vous dire que il travaille pour des gros clients. Carrefour, Louis Vuitton, c'est lui d'ailleurs même, on est fou, Daflelou. C'est lui. Mais publicitaire, globalement, ça veut tout et rien dire, puisqu'il s'est aussi occupé de la phrase la force tranquille. Et oui, alors ça, c'est pas vraiment publicitaire, même si c'est une campagne, ça pourrait être publicitaire, mais c'est une campagne politique pour François Mitterrand à l'époque. Et je vous en parle pas pour rien, hein, ça aura son importance dans l'histoire, même. C'est le dénouement de l'histoire. Bon, globalement, ces gars-là, il est au firmament de l'apothéose du maximum de sa carrière. Tout le monde lui fait confiance, il bosse pour tous les politiques dans le monde, hein, pas qu'en France, hein, mais vraiment worldwide. Il pèse, voilà. Et puis du coup, Citroën, bon, bah, qui avait déjà un passif avec lui, décide de le prendre pour sa Visa GTI. Bon, bah, mon Jaco, est-ce que t'aurais pas une petite idée? On a une Visa GTI avant, il faut l'écouler un petit peu les stocks là. Puis les gens, ils connaissent pas en fait, donc il faut leur... Tu vois, faut que ça impacte. J'ai compris. J'ai compris. Il me faut un porte-avions, un avion de chasse, votre voiture là, plusieurs exemplaires, parce qu'il faut la casser et tout, l'acheter à la flotte et tout, c'est un merdier, et quelques millions d'euros. Let's go. Donc, une fois qu'il a balancé ses conneries, les équipes se sont mises à travailler, et puis elles se sont regardées, à peu près comme ça, à mon avis. Eh ben oui, parce qu'ils ont étudié beaucoup de possibilités, comme par exemple celle de faire ce tournage dans les studios américains, à Hollywood. Bon bah c'était trop cher. Je commence à avoir un petit peu de background, on va dire, dans les tournages. Je commence à avoir un petit peu roulé ma bosse. Et je vois pas comment tourner dans un studio à Hollywood serait moins cher que d'avoir un porte-avions. Bon bah du coup ils ont quand même essayé, hein. Ils sont notamment allés carrément jusqu'à Moscou pour essayer d'acheter de l'ancien matériel militaire. Un ancien porte-avions, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés pour ça. Bon évidemment ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, hein. Et puis bah du coup notre Jaco National il a décidé de jouer sa dernière carte, hein. Oui François. Oui c'est Jacques. J'ai besoin d'un porte-avions et d'un avion de chasse. Oui. Jacques a appelé François Mitterrand et lui a dit mon ref, t'es bien sauvé le cul quand même à l'époque, tu m'en dois une. À quel niveau de pesage tu en es pour appeler François Mitterrand en lui disant tu m'en dois une mon grand, et qui lui doivent vraiment, parce que la réalité c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. François Mitterrand lui aurait répondu je crois pas du tout au fait que tu vas réussir à vendre des Visa GTI en l'achetant à la flotte, parce que les voitures qui coulent, personne n'en veut. C'est ce qu'il aurait dit. Je suis plutôt d'accord avec lui, sur le fond. Hein. Mais en même temps, c'est à ça qu'on reconnaît les visionnaires. Personne croit en eux. Et Jacques aurait répondu t'inquiète, ça je gère, mais si tu me fais ça, on mettra bien en avant l'armée. François Mitterrand était très content qu'on mette en avant son armée. Et du coup, il a dit oui. Et du coup, ils sont allés tourner sur un porte-avions de l'armée française, avec des avions de l'armée française, et ils ont jeté une bagnole à la flotte. Et ils l'ont foutu sur un sous-marin, avec un sous-marin de l'armée française. Voilà comment on casse le game. Et donc bah du coup pour la petite information, le porte-avions c'est le Clémenceau et puis bah le sous-marin c'est le Paya. Voilà. Bah au moins ça commence bien. Comme ça vous êtes mis dans le vous êtes mis dans le bain directement. Et changement de continent, on passe aux États-Unis pour la Dodge Challenger. Et oui, parce que bon, on va pas parler que de française, même si je le sais, vous inquiétez pas, la 206 arrive. La 206 et l'éléphant arrivent. On va parler du spot publicitaire de la Challenger qui est sorti en 2010. Et c'est celui-là même. Bon, le timing est... voilà, hein, c'est long, voilà, c'est très long, donc je vous passe un petit peu, c'est la même chose globalement. Et oui. Cars and freedom. Eh ben dis donc. Eh ben les Américains, en tout cas, on se rappellera pas d'eux pour leur subtilité. Voilà. Je sais pas, en fait, si c'est du génie ou de la pure connerie. Et en même temps, entre la connerie et le génie, vraiment, la frontière est toujours très fine. Alors, je commence dans le dur directement avec de l'anecdote. De l'anecdote parce que vous adorez l'anecdote. C'est Robin Williams. Pour ceux qui l'avaient pas reconnu, avec une prothèse de ouf. Et en fait, il se fait grimer complètement pour se faire passer pour George Washington. Vous savez, dans les films où parfois c'est des films d'époque et en fait, bah, tu te rends compte que le mec, il a un téléphone, ou il y a une lampe, ou il y a un truc alors qu'il n'y avait pas la lumière, etc. Et bah, ça s'appelle un anachronisme. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, au moins vous le savez. En l'occurrence, là, c'est un sacré anachronisme que de mettre George Washington dans une bagnole pour débarquer sur un champ de bataille avec des chevaux. Vous vous doutez qu'a priori, s'ils étaient à cheval, c'est qu'il n'y avait pas de véhicule motorisé. A priori, même sur le tournage, les figurants ont été bluffés par le maquillage de Robin Williams. Il y en a peu qui auraient capté, en fait. Alors à l'époque, la pub, elle cartonne du futur. Hein. Vous le savez, les Américains, plus compliqué d'être plus chauvin. Elle marche, voilà, sur les réseaux, à la télé, partout. C'est un
carton absolu. L'image des États-Unis est évidemment mise en avant comme jamais, et tellement qu'il y a même un faux documentaire qui sort pour se poser la question. Les USA auraient-ils eu leur indépendance sans la Dodge Challenger? Et puis évidemment, hein, avec Internet, vous le savez, ça se propage très rapidement, et il y a eu pas mal de détournements, notamment de cette pub, et beaucoup de mèmes qui se sont transformés avec George Washington et le drapeau américain. Alors ces mèmes-là, ils font partie des mèmes que tu classes dans la catégorie beauf 3000. Hein. Alors on les adore, hein, attention, mais là, voilà, la subtilité. Voilà, toujours. Nous, évidemment, en France, ça passe un peu sous les radars, même si avec Internet, je sais que je l'avais vu passer. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup moins marqué que certaines autres pubs. Alors, selon Diana Gutiérrez, porte-parole pour Chrysler, donc qui possédait Dodge à l'époque, eh bien, elle dit que cette pub a été conçue pour un match USA-Angleterre à l'époque. Donc, il était là pour diffuser, faire un clin d'œil aux Anglais, etc. Sauf que si on se rappelle de cette pub et qu'elle a autant cartonné, c'est surtout qu'elle a été diffusée maintes et maintes fois. Et surtout à des moments qui n'avaient plus rien à voir avec ce match de foot de Coupe du Monde. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, les relations diplomatiques entre les deux pays, elles étaient pas top. En fait, à l'époque, il y a eu un gros drame pétrolier. Il y a une plateforme pétrolière appartenant à des Anglais a explosé, tout simplement, faisant des morts, évidemment, des blessés. Enfin, c'est un vrai drame. Et un drame aussi écologique et naturel, puisque, évidemment, plein de pétrole s'est répandu sur des plages en Louisiane, etc. Et le problème, c'est que du coup, appartenant aux Anglais, mais arrivant sur le sol américain, bon, les Anglais ont mal pris la pub, puisqu'ils se sont dit que c'était pas juste un clin d'œil et que c'était plutôt un tacle. Football. Tacle, vous l'avez? Tac! Comme ça. Enfin bref, voilà, du coup en Angleterre, personne n'est content, et puis, bon, comme tout, hein, ça finit par se tasser. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ils remettaient une petite pièce dans la machine, Chrysler, parce que les concessionnaires, ils aimaient bien la pub. Donc ils la faisaient rediffuser dans les télévisions régionales, par exemple. Et donc ça a relancé un petit peu la machine, donc ça a mis du temps. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été si célèbre, cette pub. C'était du génie, et en même temps, mauvais timing. Ah bah si, les mauvais timings, ça arrive. Hein. Bon, on revient en Europe avec BMW qui clash Mercedes. Et oui, ça je sais que ça va vous plaire. Bah oui, comme ça les teams BM, les teams Mercedes, et les commentaires sont à vous, c'est parti. On va parler de la publicité du 22 mai 2019, donc beaucoup plus récente, mais qui a beaucoup fait parler. Là, on frôle vachement plus le génie tout d'un coup. Là, je reconnais un petit peu plus de subtilité. Là, c'est un peu chouette. Ça me parle plus tout d'un coup. Alors en fait, on voit tout simplement le PDG emblématique de Mercedes avec sa grosse moustache blanche, qui n'est rien d'autre que Dieter Zetsche. J'ai jamais su le prononcer. Dieter Zetsche. Mais ce monsieur, en fait, c'est l'image, l'emblème de Mercedes. Et donc, du coup, il s'avère que si on n'a pas ça, on comprend pas bien la publicité. Même si on comprend que c'est un monsieur important de chez Mercedes, bon voilà, bref. Et finalement, en fait, il roule en BM. C'est quand même très culotté de la part de BMW de mettre dans sa pub de la marque BMW, 90% de Mercedes. Non, il y a des petits moments, t'as envie de tirer ton chapeau, je le ferai pas parce que j'ai plus de cheveux. Et si j'avais des cheveux, je le ferais. Bon, évidemment, c'est un carton, hein, ça fonctionne plutôt pas mal, 8 millions de vues sur YouTube, 140 000 likes, on est sur des bonnes stats. En fait, les gens, à partir du moment où ça clash, ils adorent. Bon, et puis évidemment, Mercedes a joué le jeu, puisqu'ils auraient répondu par un tweet en disant que, merci de la suggestion, mais ils sont plutôt certains que leurs dirigeants auraient finalement choisi un véhicule de la gamme EQ. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ce qui a aussi aidé énormément au succès de cette publicité, hein, sur laquelle j'ai pas besoin de m'étendre trop sur la forme, ça vous avez bien compris, c'est qu'en fait, ce monsieur Dieter, de son prénom, il était déjà célèbre depuis les années 2000 aux États-Unis. Et c'est ça qui a fait que ça a été un beau tremplin et une belle idée à mettre en avant de la part du service marketing de chez BMW. Il faut remonter un tout petit peu dans le temps, je vais vous raconter ce petit bout d'histoire. En 98, le groupe Daimler-Benz, donc voilà, toute l'histoire Mercedes, on en a déjà parlé dans Villebrequin à l'époque, s'allie avec Chrysler. Et c'était globalement une des plus grosses fusions de l'histoire industrielle. Et l'objectif des deux, c'était de s'implanter dans l'endroit des autres, c'est-à-dire Chrysler de venir en Europe et Mercedes, Daimler-Benz de venir aux États-Unis. Et donc les deux marques, dans une ambition d'économie de masse, se sont partagés énormément de choses. Des plateformes, des motorisations, enfin beaucoup de choses. Comme par exemple la base de la classe E à l'époque qui a servi de base en plateforme pour la 300C, ou bien encore est né de cette union folle la Crossfire, hein, qui reprend beaucoup d'éléments de la SLK de chez Mercedes. Et pour vendre ces nouvelles voitures, ils ont décidé d'appuyer sur un élément marketing créé tout nouvellement pour l'occasion, Mr. Z, enfin Z, Monsieur Z, donc Monsieur Z.
Vous y l'air quoi, finalement. Et donc c'est ce monsieur qui allait aider à vendre ses voitures, puisqu'il fallait incarner un petit peu tout ça. Et donc globalement, il explique aux gens, dans des pastilles, qu'il a rajouté le meilleur de l'Allemagne, dans de l'américain, et tout ça en roulant à bloc, enfin voilà. Les années 2000 comme on les aime. Et puis au final, l'histoire nous a expliqué que bon, bah, ça a été un échec, hein, cette fusion, ça a coûté une fortune à tout le monde, et ils l'ont revendu vraiment pas cher, ils ont perdu énormément d'argent, hein, genre des milliards, des dizaines de milliards. Un échec, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, hein, tout simplement. Cependant, et je conclurai là-dessus, il ne reste pas que ça a aidé énormément dans l'histoire globale de l'automobile, puisque SRT, ça vous dit très probablement quelque chose. Ah oui, parce que bah oui, c'est ça. Qui fait qu'il y a un département qui a pu voir le jour grâce à ça, puisqu'il voulait faire comme AMG à l'époque. Et donc tout simplement, c'est resté. Voilà, pub suivante. Ça y est, on y est, la 206 et l'éléphant. Et oui, celle-là, normalement, vous l'avez tous vue, c'est presque la plus connue de toutes celles dont on a parlé là. Vraiment, elle a fait notre enfance, notre adolescence peut-être, pour certains d'entre vous. Dites-le, est-ce que vous l'avez vue? Quelle pub vous avez vue d'ailleurs? Quelle pub vous n'avez pas vue? Et n'hésitez pas à en proposer d'ailleurs, des pubs qui vous viennent comme ça en tête et vous dites putain, celle-là, elle m'a marqué de fou, machin. N'hésitez pas à les partager en commentaire, je les lis et ça me permet de savoir desquelles on va parler à la suite, même si j'ai déjà une bonne liste. Pourquoi pas en rajouter avec plaisir. On va la re-regarder, celle-là fait plaisir, mais je me rappelle comme si c'était hier. C'était beaucoup trop cool. À l'époque de Villebrequin, eh bien, on avait voulu refaire cette pub pour faire un vrai bel hommage, puisque c'était une pub qui nous avait marqué tous les deux. Et on voulait la refaire, et on a évidemment banni très rapidement la piste des animaux, puisque beaucoup trop compliqué, puisqu'évidemment, avec le bien-être animal, on voulait pas que ça pose problème de prendre un vrai éléphant. Mais cependant, on avait pensé à ça, et puis on n'a jamais réussi à aboutir. Mais je dois avoir un storyboard de cette pub qu'on avait vraiment voulu faire à l'époque, et je regrette un peu parce que vraiment, je l'aimais beaucoup, et j'aurais bien aimé voir ce qu'on aurait pu en faire. Et puis, je sais pas si c'est un signe, mais en 2018, Top Gear, on refait la pub pour la 208 GTI avec une pelleteuse. Bon, et bien vous le saurez, cette pub, elle a coûté une fortune, 6 millions d'euros. Bon, pour une pub, ça fait un peu cher quand même, surtout à l'époque, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est une agence de pub italienne qui s'est occupée du projet. Bon, l'objectif, c'est que la 205, elle a quand même sacrément bien marché. Donc il fallait dignement lui succéder avec la 206 et puis marquer le coup, quoi. Et l'objectif, puisqu'en fait, le design était vraiment très novateur, hein, puisqu'on passe quand même d'une 205 qui est quand même très angulaire, très cassé, très carré, à un truc tout rond, tout arrondi, tout doux. Et là, fallait le mettre en avant. Et c'était l'objectif du marketing, c'était de mettre en avant ce nouvel esthétique. Et puis en fait, ils ont décidé, alors que ça faisait déjà 4 ans hein, que la 206 était sortie, donc je sais pas pourquoi ils se sont décidés aussi tardivement, qu'il fallait mettre un coup de lumière là-dessus. Et ils se sont dit, let's go, idée du sculpteur carrément, on va sculpter la 206, tu vois. Et puis ça donne le spot qu'on connaît tous et qui a été un vrai banger, c'est-à-dire que ça a été tellement un banger que ça a aidé à prolonger sa commercialisation en Italie par exemple. Rien que ça. Et j'ai quelques anecdotes pour le tournage de la pub par exemple. Contrairement à ce que nous on aurait voulu faire si on l'avait faite, et c'était un vrai éléphant à l'époque. Et pour pas qu'il se brûle le cul, parce que la carrosserie là-bas c'était en plein cagnard, hein, les tournages, je sais pas si vous vous rendez compte, il devait arroser le capot de flotte froide pour que ce soit pas un enfer pour ce pauvre petit éléphant. Et d'ailleurs, l'ambassadeur qui s'est en fait transformé en 206, hein, cabossé, elle est visible dans le musée Peugeot à Sochaux. Et dernière anecdote très importante, parce que c'est pour montrer à quel point quand même cette pub elle a été incroyable, elle a tout simplement gagné le Lion d'Or à Cannes, au Festival de Cannes. Et c'est pas dégueulasse. Et cette pub a reçu aussi plus de 20 prix à l'international. Non, elle a marqué, hein. Nous concluons donc cette catégorie des bangers pour passer aux échecs, en fait, hein, parce qu'il y en a eu qui ont un peu bidé des pubs. Il y en a qui étaient à côté de la plaque. Il y en a qui ont mal vieilli. Il y en a qui étaient maladroites. Alors on va faire une transition douce, puisqu'en fait celle-ci, c'est pas 100% un échec, et c'est pas non plus un banger absolu, parce qu'elle restera avec un goût amer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais à mon avis, vous l'avez quand même toutes et tous vu. C'était la pub pour la Honda Accord en 2002. Moi, c'est les premiers trucs que j'ai vus sur Internet, ça. Oh, le travail au son est incroyable. Isn't it nice when things just work? Quand t'étais le mec qui était en charge d'arrêter la bagnole au bon moment et que tu te foirais, je te jure, quand il y avait le « il faut la refaire », il y avait quelques centaines de personnes qui te détestaient. D'accord? Parce qu'on va en parler. Encore une fois, je vous casse le truc direct. C'est pas de la putain de 3D. C'est du vrai. Ils l'ont fait pour de vrai. Premier degré,
quand il y a eu de l'écriture autour de cette émission et que j'ai capté que c'était du vrai, j'ai pété un câble. Et je pense que, pardon, là je pars directement en psychologie de comptoir, je pense vraiment que cette authenticité a permis que ça marche. Parce que c'est fou. Bon, du coup, en 2002, les ventes aux États-Unis et au Japon de Honda sont plutôt bonnes. Mais en Europe, vachement moins. Donc il faut quelque chose pour le marché mondial, évidemment, mais pour que ça parle aux Européens et pour qu'on puisse un tout petit peu se rappeler de nous et nous dire, bon, bah nous, on existe et puis on aimerait bien vendre des bagnoles chez vous, merci. Parce que globalement, depuis 98, les ventes ne font que baisser, donc il faut, allez, on relance un peu la machine. Alors déjà, c'est inédit pour un point. Parce que je vais vous expliquer quelque chose, les publicités et les publicitaires, du coup, qui créent ces publicités, font en sorte qu'il y ait des versions longues et des versions short diffusables sur les différents médias. Alors évidemment, avec l'arrivée d'Internet, on s'est permis des formats plus longs, mais globalement, vu les coûts à la télé, l'objectif c'était de faire quand même concis, de faire des choses un petit peu rapides. Et puis il faut pas perdre l'attention des gens non plus. Donc il existe souvent des versions longues des publicités que vous voyez. Et ben là, c'est-à-dire qu'il se tire une balle dans le pied tout seul, puisque la version courte, elle existe pas vraiment, quoi. Enfin, elle peut pas exister, quoi. Ou alors elle a vraiment plus de sens. C'est-à-dire que c'est nul. Tu mets que la fin, ou tu fais un montage au milieu, c'est trop bizarre parce que c'est un plan séquence. Pour ceux qui savent pas, un plan séquence, c'est un plan où il n'y a pas de coupure au milieu. Même si là, c'est pas tout à fait vrai, en fait, il y en a une. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur celle-là, mais je vais essayer de faire rapide comme l'éclair. En fait, sur le principe, ça a l'air d'être une idée de génie, mais on y reviendra, parce que c'est aussi là tout le problème. Parce que c'est effectivement une idée de génie. Maintenant, est-ce qu'elle a été volée? C'est autre chose. Je vous ai dit que c'était du vrai, ça oui. Je vous ai pas dit que ça avait coûté 1,5 million. Ça a pris 7 mois de préparation et 4 mois de test. D'accord? 4 mois où les mecs, ils ont essayé de faire rouler des trucs et tout, et que ça ting, ploung. Ça a exigé 5 jours de tournage et des centaines d'essais. 5 jours à répéter inlassablement le même truc, et où dès que ça merdait, on recommence, on remet tout en place, machin. Alors quand ça commençait et que c'était au début que finalement la rondelle elle tombait mal, bon, d'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand c'est le mec qui à la fin s'arrête au mauvais endroit et que la bâche elle tombe pas bien, il y a des pauses clopes qui se font carrément. Il y a des... Et on en vient au fait où je vous disais tout à l'heure, il y a une coupure en fait, puisque le studio n'était pas suffisamment grand. Et oui, parce que c'est très long, je sais pas si vous avez remarqué. Et bien au moment où le silencieux roule sur le plancher, et ben normalement il y a un raccord à ce moment-là. Oui, ça m'étonne pas le prix finalement, hein, parce que là vraiment c'est beau, tout se passe, c'est merveilleux. Et c'est le slogan de fin qui dit: n'est-ce pas agréable quand les choses fonctionnent? Et oui, puisqu'effectivement, ils connaissent leur force, Honda. Alors, c'est pas nécessairement le fun. Et les pros japonaises, bon d'accord, mais à un moment, il faut un peu d'objectivité. Voilà, bon, Honda, ils connaissent leur force. Et effectivement, la fiabilité en fait partie. Et donc, ils ont décidé d'en jouer, d'en faire une pub tout autour de ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce slogan. Et donc, le spot a été diffusé pour la première fois en 2003 sur les chaînes de télé britanniques. Ça a été un carton instantané. Ça aurait a priori fait augmenter les ventes de 29% au Royaume-Uni. C'est globalement un tour de force pour une pub dans laquelle on voit à peine 10 secondes le produit dont on parle. Bravo. Mais le problème, parce qu'évidemment il y a une ombre au tableau, sinon là tout serait joli et en fait ça serait dans la catégorie des bangers. Mais ça ne l'est pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un plagiat. En mai 2003, les artistes Fishley & Weiss, alors bon, désolé les prononciations, j'y arrive pas, si j'ai écorché, excusez-moi. Ils ont quand même eu des œuvres exposées au Tate Museum, c'est pas dégueulasse. Et ben ils se réveillent et ils disent attendez les gars, en fait Honda, ils ont plagié notre œuvre. Et en fait effectivement, en 1987, donc il y a un petit moment auparavant, et ben il y a un long plan séquence qui ressemble pas mal à tout ça quand même. Bon, le problème, vous me direz, c'est que les réactions en chaîne, effectivement, elles ont pas de copyright précis. Sauf qu'en 1987, elle était déjà connue. Cette vidéo artistique, etc., les publicitaires avaient déjà approché ces deux artistes pour pouvoir acheter leurs vidéos. Et ils ont toujours refusé. C'est là où il commence à y avoir un malaise. Alors attention, je ne dis clairement pas qu'Honda est coupable. Cependant, c'est au dire de ces deux artistes que, a priori, Honda était forcément au courant de tout ça et a fait fi. Ils ont fait comme si de rien n'était, quoi. Et puis suite à la polémique, bon, l'agence, elle a avoué avoir copié au moins une petite séquence. Bon, finalement, malgré les menaces, tout ça, je pense qu'ils ont au moins retrouvé une partie de la vérité, et donc du coup, ils sont pas allés en justice, et au moins, on finit comme ça. Petit saut dans le temps, le 19 mai 2020 sort une pub pour la Golf 8. Aïe. Ah, oh là. Oh. Aïe. Oh là là. Bon évidemment, Internet s'en est emparé très rapidement. Bon pour ceux qui seraient passés à côté, on voit quand même une énorme main blanche pousser une personne de couleur dans un endroit qui s'appelle le Petit Colon. Bon, et puis comme si c'était pas assez, on a effectivement les premières lettres qui s'affichent, Der Neu Golf. Sauf que vu que les lettres s'affichent dans un ordre où on dirait pas que c'est écrit ça a priori quand t'es allemand à la base. Bon oui, ça suggère le N-word. Oui, voilà.
Je l'ai dit. Le problème, c'est que tout ça, ça saute tellement à la gueule que bah, quand le boss, il apprend ça, il voit ça, on lui ramène, on lui dit « Monsieur, vous avez vu Il regarde et il dit « c'est une connerie ça, c'est une blague. » Ah non, c'est sur le compte... Oh là, c'est sur notre compte Volkswagen. Oh là. Alors, oh là. Attention, oh là. Attendez. Donc monsieur Stackman, hein, Jürgen de son prénom, bon, il tombe de sa chaise globalement. Hein. Après être tombé de sa chaise, du coup, il se remet un petit peu à ses esprits, il se dit bon, alors c'est effectivement vraiment sur notre compte. Bon bah c'est qu'on s'est fait hacker, voilà, on n'est pas si con en interne quand même pour avoir fait ça. Bon bah il s'avérera hein, que c'est bien les équipes marketing hein, qui se sont chargées de ça. Alors dans un premier temps, ils ont réagi à chaud. Il faudrait pas réagir à chaud. On apprend de ses erreurs. Hein. Bon, c'est pas bien passé puisqu'en fait ils ont dit que globalement c'était de très mauvais goût et puis que c'était faux. Sauf que bah non, hein, c'était bien leur équipe marketing à eux quoi. Bon alors juste pour démystifier 2-3 trucs, hein, la pub a été tournée à Buenos Aires. Il y a un café derrière hein, qui s'appelle le Petit Colomb en hommage à Christophe Colomb à l'époque. Enfin voilà, vraiment à la base c'est pas nécessairement bon, sauf qu'il aurait fallu réfléchir un peu plus. Voilà, parce que le but initial a priori c'était de représenter une histoire d'amour avec cette main, etc. Voilà, la vache, là ils sont passés à côté du message. Hein. Bon, enfin voilà, c'est le merdier, et donc ils ouvrent une enquête en interne pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, est-ce que c'était vraiment profondément raciste quelque part, comment, pourquoi. Là, je ne lis que les résumés d'enquête, hein, je ne donne pas mon avis, je vous dis juste ce qui est ressorti, et bah a priori, pas du tout. A priori, évidemment, ils ont conclu que c'était juste con, en fait. Le résumé des 200 000 pages d'enquête doit être globalement, désolé, hein, on a un stagios, il a déconné grave, il a déconné là, voilà, on est con, voilà. Il y a quelqu'un qui a validé en plus, hein. Non, il devait y en avoir un qui devait partir en vacances, l'autre c'était vendredi soir quand il a validé, enfin tu sais, il y a eu un enchaînement de trucs, c'est pas possible, ils ont pas regardé en fait. Et donc bah, c'était bel et bien pas du sabotage intentionnel, hein, c'était juste de la connerie. Après leur enquête, etc., Volkswagen aurait déclaré que l'intégrité signifie également que nous, en tant que dirigeants et en tant qu'entreprise, soutenons nos employés, même en cas d'erreur, il n'y aura donc pas d'agneau sacrificiel. Parce que sur le fond, ça veut dire qu'ils ont trouvé qui a fait de la merde et en même temps, ils les dégagent pas et tout. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui se font virer pour beaucoup moins que ça dans plein de jobs. Donc je sais pas trop où ça va. Surtout Volkswagen se passe pas au meilleur rang en termes de respect des minorités, tout ça, l'histoire, tu connais, enfin voilà. Bon voilà, chacun jugera cette histoire, mais ça c'était une connerie, c'était pas bien. Je vais pas parler encore parce qu'il n'y a pas vraiment de pub à proprement parler, mais alors sachez que j'aurais eu envie, hein, là. Sur la nouvelle DA de Jaguar, hein. Vous me connaissez, j'adore Jaguar, vous me connaissez, j'adore le groupe, la marque, tout ça. Maintenant qui appartient au groupe Tata Motors, donc groupe indien, qui fait de chouettes choses et tout, mais là, bon là, à un moment... C'est de la merde. Si vous n'avez pas suivi, hein, Jaguar a complètement changé de direction artistique. Leur Instagram, ils ont supprimé l'intégralité de l'historique de leur Instagram pour changer intégralement de DA, et ils ont remis 3, 4, 5, 10 photos, je sais plus où on en est maintenant, mais de trucs... Enfin, c'est même plus de l'automobile, quoi. Là, on en est à juste... C'est de l'élégance, du stylisme. Ok, c'est cool, mais moi, j'aimais les grosses voitures Jaguar, quoi. J'aimais les sportives Jaguar, j'aimais les vroom vroom, j'aimais les... Qu'est-ce qui vous arrive? Et puis surtout, chiez pas sur votre histoire comme ça. Enfin, il y a une histoire en compétition. Waouh! C'est ça qui m'a le fait le plus de mal, c'est de voir qu'ils ont supprimé tout leur Instagram, comme s'ils chiaient sur leur histoire. Non, bah, vous êtes là quand même grâce à quelque chose, à une histoire, quoi. Bref, donc ça aurait sa place dans cette catégorie, parce que je trouve que c'est vraiment un move de merde. Ça a vraiment fait parler tout le monde. Et globalement, assez peu de gens aiment. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de pub, j'avais pas d'autre chose. Donc je vous le place juste là. C'est un petit élément supplémentaire. Je trouve que c'est vraiment dommage de renier à ce point-là son histoire. Bon, et on va finir sur une petite bizarrerie finalement, qui du coup n'a pas marché pour autant. C'est la pub de la Nissan Micra faite par David Lynch. Alors j'avais envie de vous en parler parce que Monsieur Lynch, hein, le cinéma, tout ça, vous commencez normalement à me cerner un petit peu, vous savez que j'aime bien ça. Et je trouve ça chouette parfois quand il y a des grands réalisateurs de cinéma qui viennent s'allier directement à la publicité pour faire des choses vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir et que ça nous fasse vraiment kiffer. Bon, alors Lynch, il a un cinéma très particulier quand même, si vous ne le connaissez pas. Lynch, c'est ça, ça, ça... et ça. On aime ou on n'aime pas, quoi qu'il en soit, c'est un grand cinéaste. Toujours pareil, en 2002, sur le marché européen, bon bah ça se vend pas assez. Bon, Nissan, c'est à peine 2,5% du marché en Europe, donc il faut, allez, on redonne un petit peu d'image à Nissan, et puis dans un segment dans lequel ils sont bons, avec la Nissan Micra, donc le segment des micro-citadines finalement. Micra. Vous l'avez? Allez, c'est des petites citadines, quoi, en fait, hein, c'est vraiment... Et donc, il décide de faire appel à un grand réalisateur pour faire une grande pub. Et en fait, personne n'a rien compris. Il y a des clients qui roulent. Il y a des clients qui vroom vroom. Ah oui, parce que la Racebox, c'est ouvert. Du coup, il y a des gens, là, ils roulent, je les vois. Et voilà. Mais encore...
Eh ben non, on parle pas la Micra là, non, non, aïe aïe, non, c'est ça le problème, on n'a rien pigé. J'ai rien compris. Il n'y a pas de mauvaise pub, hein. C'est ce que disait Andy Warhol, donc j'imagine qu'il avait raison. Je sais pas, mais en tout cas, ça a fait de la pub, donc ça a quand même vendu des Micra, donc ils ont pris un peu de part de marché en Europe. Du coup, pour eux, mission un peu accomplie. L'objectif initial, c'était de rendre ce produit qu'est la Nissan Micra exceptionnel, un produit de luxe, puisque effectivement dans l'histoire, David Lynch il a fait quasiment une trentaine de publicités pour de très grandes marques et beaucoup de marques de luxe évidemment. Du coup ils se sont dit let's go, bah, ça colle avec exactement ce dont on a besoin, originalité, luxe, bam, David Lynch. Et du coup bon bah le problème c'est qu'une Nissan Micra ça se veut être quelque chose d'accessible, produit de luxe c'est quelque chose de pas accessible. Du coup l'équation était pourtant prévisible, ben ça marche pas bien. C'est-à-dire que faire des trucs où il faut se retourner le cerveau pour les comprendre parce qu'ils ont mélangé deux mots pour en faire un qui en fait veut dire que, bon bah pour les pimpins moyens comme vous et moi, en fait on comprend juste pas. Et donc on se sent pas touché. Et donc bah on n'achète pas. Enfin on n'achète pas pour cette raison. C'est-à-dire que l'avantage d'une voiture c'est qu'il y a quand même d'autres arguments potentiels pour l'acheter. Mais en tout cas, c'est pas cette pub qui m'aura décidé quoi. Au moins j'aurais connu la marque, mais elle restera pas dans mon esprit comme une marque avec une image. L'image que je vais en garder c'est chelou Nissan. Alors David Lynch, attention, hein, dans son grand cinéma, il a voulu mettre à disposition plein de techniques de mise en scène pour rendre ça un petit peu bizarre et ça c'est réussi. Ça par contre c'est réussi. Il y avait des hélicoptères, il y avait d'autres voitures, il y avait plein de voitures différentes, des Micra différentes. Hein. Par exemple pour le parking, bah, en fait quand il y en a une qui passe et qu'il y en a une qui passe très vite derrière, bon, bah, c'est qu'il y en a plusieurs. Il a décidé de, par exemple, faire des feux d'artifice sous la voiture pour que ça donne des effets lumineux. Je comprends pas, je sais pas pourquoi on fait ça pour une voiture si petite. Mais bon, tu me diras, si elle était grosse, j'aurais pas compris non plus. Ouais, c'est pas faux. Bon, sur ce, je crois qu'on a fini ce format. Il me reste plein de pubs qui ont mal vieilli. Il me reste plein de pubs qui sont des bangers. Et il me reste des pubs sur lesquelles vous expliquez 2-3 petites choses, des anecdotes, etc. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez envie d'en voir plus, dites-le aussi. En fait, racontez vos vies, hein, finalement, en commentaire, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez mangé ce week-end? Est-ce que vous allez passer un bon week-end qui arrive? Qu'est-ce que vous avez prévu le week-end qui arrive là? Quand on est vendredi, c'est tous les vendredis à 18h15. Donc racontez-moi. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste vous abonner ou mettre un like, ça fait plaisir, pour soutenir la chaîne. Et puis moi, j'ai qu'à vous dire à la prochaine. Voilà. Ah, c'est très rapide. C'est moi, je reste pas, je... Elle va y crever. Mais ça va super. Excusez-moi, je vais réussir à m'y remettre.